Alors bonjour mesdames, messieurs, nous recevons ce matin en studio le directeur général de la Caisse des Jardins de Dautré, Daniel Blais. Bonjour monsieur Blais. Bonjour François. Il s'apprête à tirer sa révérence à la fin du mois de janvier et commencer une nouvelle période de sa vie, la retraite, et accepter de venir nous rencontrer en studio là, pour revenir sur ses années à la direction de la Caisse. D'abord, certains peuvent se demander, est-ce que c'était un rêve d'enfant là, pour vous, d'un jour dire « moi, je serai directeur de Caisse populaire ». Non, au moment où j'ai débuté ma carrière en 1976. C'est un emploi que j'avais décidé d'occuper pour une période estivale à titre d'étudiant. Et le cheminement s'est fait progressivement, mais assez rapidement toutefois au début de la carrière. Dans le fond, j'ai commencé comme caissier à la Caisse populaire de Joliette. Okay. C'est un emploi d'été. Pour moi, j'arrivais pour l'été et par la suite, je poursuivais mes études en technique de laboratoire médical. Okay. Et après, quand même assez différent. Tout à fait différent dans un milieu où je n'aurais pas cru m'y investir. Mais j'ai tellement aimé l'expérience dès le début. Je pense que dès le tout début de mon emploi, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à être proche des gens, rendre service à toute une population. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je poursuivais. Fait qu'à la fin de l'été, j'ai eu l'offre d'un poste à temps plein. Okay. Et ne sachant pas trop vers quoi je vais me diriger, j'ai accepté en me disant si ça ne répond pas à mes besoins. Toujours comme caissier à ce moment-là. Oui, toujours. Et j'aurai l'occasion de changer de carrière. Et toutefois, une fois démarré, une fois comme caissier, une fois parti, dans le fond, entre 76 et 78, j'ai occupé des postes de caissier service à la clientèle. Après quelques 20 mois ou un petit peu moins de 2 ans, j'ai été nommé comptable. À ce moment-là, on appelait ça un poste de comptable, qui était un poste de supervision des employés, gestion plus administrative. Poste que j'ai occupé environ 2 ans aussi. Et dès 1980, j'ai été nommé directeur général de la Caisse de Sainte-Marcelline-de-Kildare. Une toute petite caisse où, à cette période-là, on était 3 employés. À temps plein, et c'est là que j'ai vraiment pris la piqûre du métier. Et dès cette période-là, j'ai commencé à réorienter mon parcours scolaire en fonction d'administration, gestion financière, gestion générale. Et depuis 1980, j'ai occupé des postes de direction. Vous dites réorienter mes études. Est-ce que vous avez continué à temps partiel à suivre des cours? Desjardins vous a payé des formations? Oui, tout à fait. J'ai poursuivi des études universitaires en administration, en gestion de transformation. Et c'était acquis dans mon esprit que, à partir de ce moment-là, je devenais un gestionnaire. Et j'ai poursuivi jusqu'au cumul de certificats en tout début de carrière. Et par la suite, j'ai continué. Je crois que c'est quand même pas rare que des gens chez Desjardins vont demeurer pendant plusieurs années, qu'il y a un souci quand même de garder les employés longtemps? Bien, je vous dirais, c'est pas seulement que chez Desjardins. Autrefois, quand on commence une carrière, c'est avec l'aspiration d'y consacrer sa vie. Aujourd'hui, c'est beaucoup différent avec les nouvelles générations, les nouveaux objectifs de vie des nouveaux travailleurs. Aujourd'hui, c'est moins fréquent qu'on va s'installer dans une entreprise pour y passer 40 ans. À l'époque, c'était ça, puis je me suis toujours réalisé dans cet esprit-là. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 43 ans et 9 mois de vie consacrée au mouvement Desjardins que j'ai décidé de prendre ma retraite. Revenons, là, vous avez dit tantôt, vous avez été d'abord à Sainte-Marcelline-de-Kildare comme directeur général. Vous avez été dans d'autres postes de direction avant d'arriver ici là, à la Caisse de Dautré? Mettons, pour faire un cheminement assez rapide, de 76 à 87, j'ai occupé des postes dans la Fédération des caisses de Lanaudière à ce moment-là. Donc, je suis passé par la Caisse de Joliette, Caisse de Saint-Ambroise-de-Kildare, Caisse de Sainte-Marcelline, après quoi je suis allé occuper une autre fonction de directeur administratif dans la région de Saint-Jérôme pour une période de à peu près 2 ans. Je suis revenu dans Lanaudière à la Caisse de l'Assomption. Après quoi, j'ai trouvé un bon terreau d'échange propice là, à mon métier dans l'Est de Montréal. J'ai travaillé dans des caisses de l'Est de Montréal de 1991 à 2010, donc 19 ans à la même caisse. Okay. À regrouper des caisses, j'ai fait des regroupements de caisses, des fusions de caisses qu'on appelait à cette époque-là, pour cette période-là.
En 2010, j'ai quitté la caisse Préfontaine-Hochelaga pour aller occuper des fonctions de direction auprès de la Fédération des caisses, Mouvement Desjardins, mais pour l'ensemble du Québec. Oui. J'y ai passé tout près d'1 an et demi. Après quoi, je suis revenu terrain à Berthierville à compter de 2011. Donc, j'ai été nommé directeur de la caisse de Dautré 5 mois avant la fusion des 4 caisses, fusion qui a eu lieu en janvier 2012. Et ça regroupait à ce moment-là les caisses de Berthierville, Berthier-des-Îles, Oui. caisse de la Feuille d'Or, qui était le secteur Saint-Thomas, caisse du Sablé, qui était Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, et de la Valtrie. Dans le fond, j'ai été nommé spécifiquement pour venir réaliser la fusion qui avait déjà été votée par l'ensemble des membres. OK. Donc, je suis arrivé en janvier 2012. J'avais l'enjeu ou le défi de regrouper 4 caisses qui avaient des cultures complètement différentes, avec 4 conseils d'administration différents, des groupes d'employés qui avaient des objectifs, des visions différentes. Et le plus gros de mon défi, en collaboration avec les administrateurs de la caisse, c'était d'inculquer une nouvelle vision. Et à compter du 1er janvier 2012, on devenait la Caisse Desjardins de Dautré, avec une seule vision, une seule orientation pour l'ensemble du territoire et pour desservir les 30 000 membres de la Caisse à cette époque-là. Qu'est-ce qui caractérisait là, ces 4 cultures organisationnelles-là que vous deviez fusionner en une seule? Bien, en soi, les 4 caisses sont en recul c'est pas si loin que ça. En 2012, c'était des caisses entièrement autonomes. Mm-hmm. Il y avait des marchés différents, il y avait des plans d'affaires différents. Et à quelques occasions, on pouvait percevoir une certaine concurrence entre les caisses. Donc, le défi, c'était de rassembler tous les employés et de convenir qu'à compter du 1er janvier 2012, on travaillait tous dans la même vision, la même orientation, et ce, pour le bénéfice de l'ensemble des membres. Fait que c'était un beau défi, mais ça s'est très, très bien réalisé parce qu'on avait une vision claire d'où on voulait aller, d'où on partait. Et à partir du moment où on affirmait une vision à l'ensemble du personnel, bien là, ça devenait plus clair de ramer tout dans le même sens et d'harmoniser toutes nos pratiques, d'harmoniser le service à la clientèle, l'expérience client. Et tout ça était supervisé, je vous dirais, par un conseil d'administration qui, à l'origine, avait été composé par 3 représentants de chacune des caisses. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé et 8 ans après, j'en suis totalement satisfait. Harmoniser les pratiques, c'est une chose, mais il y a quand même une dynamique au niveau de l'identité qui était là présente dans les 4 caisses, que ça, il y avait une vision de la direction générale du conseil d'administration, mais il fallait le faire en tout respect de nos membres qui étaient eux aussi dans des territoires différents. Mm-hmm. Donc, il fallait travailler d'un côté à transmettre, à présenter la nouvelle vision auprès des services membres clients, s'assurer que les membres nous suivent dans cet exercice-là. Et à travers ça, on harmonisait là, nos pratiques d'affaires avec les employés qui étaient sur le terrain pour le faire. À partir du moment où la vision est claire, à partir du moment où on sait où on veut aller, ça devient facile, même si ça représente un défi, ça devient facile d'amener les membres de chacune des caisses dans cette vision-là. Et dès la première année, les résultats ont été concluants. On pouvait affirmer haut et fort que la fusion n'avait pas été qu'une tendance ou de tout regrouper, mais qu'on arrivait avec une valeur ajoutée pour l'ensemble de la population des citoyens. Donc, je comprends bien, il y a eu ici là, comme très peu de résistance comparativement à d'autres endroits, là. On n'a pas vécu de résistance. Ah non? Du moins, au moment où je suis arrivé, moi, les votes en Assemblée générale extraordinaire avaient été pris. Les membres ont fait confiance aux administrateurs, conseil d'administration de l'époque. Quand moi, je suis arrivé, la résistance était tombée. Toutefois, il restait de la méfiance. Oui. Oui, on vous suit à condition que vous respectiez vos engagements qui leur avaient été présentés en Assemblée générale. Et ça a très bien été exécuté. Toutefois, comme je le mentionnais tantôt, entre 1996 et 2010, j'avais eu l'opportunité de moi-même générer des projets de regroupement, de fusion dans l'Est de Montréal. Oui. Au total, c'est 4 caisses qu'on avait aussi regroupées, mais en 3 étapes. Okay. Donc, j'avais une certaine vision, une certaine expertise, une certaine capacité à présenter le modèle d'affaires aussi. Et d'aller, une fois ça présenté, bien, l'engagement des employés était plus simple, plus naturel
quoiqu'il y a toujours des petits enjeux, mais on savait à peu près où aller et comment y arriver. Donc, vous aviez été choisi, entre autres, justement, parce que vous aviez de l'expertise dans le regroupement de caisses. C'était un des objectifs majeurs lorsque vous êtes entré en poste, mais j'imagine que vous aviez d'autres objectifs en tête que vous étiez fixés lorsque vous êtes entré en poste. Oui, un des grands objectifs, c'était de donner à la Caisse des Jardins de Dauterive sa notoriété. On donnait une caisse qui devenait, je dirais, presque régionale, parce que notre territoire à desservir, c'est près de 1100 km² dans 11 municipalités différentes, avec des enjeux différents. Donc, la notoriété de la Caisse, c'était très, très, très importante pour donner confiance à la population, donner confiance aux membres qui en faisaient déjà partie, mais c'était aussi dans un objectif de développement de marché, prise de possession des marchés qui étaient exploités différemment dans chacune des caisses. Donc, je dirais, après 8 ans de fusion réalisée, on est passé d'un volume d'affaires au moment où je suis arrivé qui était à peu près de 1,2 milliard. Et cette année, à l'automne 2019, on a atteint le 2 milliards d'affaires. Donc, mettons, sans rentrer dans le détail des chiffres, en 8 ans, on a réalisé une croissance nette de nos volumes d'affaires de l'ordre de 800 millions. Donc, ce qui est appréciable, parce qu'au moment où je suis arrivé, il y avait des caisses qui approchaient le centenaire d'existence et qui, à toute fin pratique, avaient cumulé un actif de 800 millions, mais en 100 ans. Et là, on a cumulé 800 millions en 8 ans. Donc, c'est appréciable. Et ça, bien, c'est venu directement par la confiance exprimée par nos membres, par la confiance exprimée par le marché. Les gens nous ont fait confiance. On a réalisé de belles choses ensemble. Tant au niveau entreprise qu'au niveau du marché agricole, qu'au niveau des marchés des particuliers, les assurances générales, les assurances dommages, assurances collectives. À travers ça, s'est établie aussi toute la modification des comportements des consommateurs à l'égard de la consommation des produits, des services financiers. Il y a 8 ans, on avait beaucoup de gens qui transigeaient encore par le biais du service caissier. Oui. Aujourd'hui, beaucoup des transactions, des opérations sont faites par le biais des services mobiles ou téléphones. Oui, les guichets automatiques, mais à travers tout ça, il fallait trouver l'équilibre et jamais aller trop rapidement pour ne pas déplaire à la population. Mais en même temps, il fallait poursuivre les objectifs parce que beaucoup de membres croient qu'on force ou qu'on a induit les comportements des consommateurs. Mais il y a beaucoup de consommateurs qui sont rendus là aussi. Donc, il faut s'arranger pour les suivre. Tout en offrant encore un service pour les gens qui je dirais un service qui est encore plus personnalisé. Les gens maintenant, pour les services conseils, financement, que ce soit en gestion de patrimoine ou en placement, on voit nos membres peut-être 1 fois ou 2 fois par année, parce que toutes les opérations courantes sont faites à distance ou sont faites par informatique ou autre. Donc, l'enjeu, c'est de conserver un contact qui est direct, qui répond aux besoins des membres en tout temps et non pas une approche produit-service. Donc, c'est ce qu'on a réalisé au cours des dernières années. Je dirais le taux de satisfaction de nos membres à l'égard des prestations reçues était très encourageant. On a des performances légèrement supérieures à l'ensemble du réseau des caisses pour le Québec au complet. Et ça vient de la réponse des membres, de l'attitude de comportement de nos employés et de s'assurer qu'on est toujours dans le marché. À travers tout ça, la notoriété de la Caisse s'est acquise aussi par une forte présence dans les milieux. Je me suis investi beaucoup auprès des communautés d'affaires, auprès de nos aînés, auprès des clientèles que sont les étudiants, les jeunes travailleurs. Il y a beaucoup de niches, de populations à desservir à travers tout ça. Et on est rendu là. À travers toutes ces années-là, la Caisse, on a respecté nos engagements, on a reversé tout près de 10 millions en ristournes. Les ristournes, c'est les profits de la Caisse qui sont redistribués dans les collectivités. Donc, c'est un impact économique important. On a reversé aussi tout près de 2 millions en provenance de nos fonds d'aide au développement du milieu, qui sont dédiés justement
à l'accompagnement de nos organismes locaux. Est-ce qu'on peut donner des exemples pour illustrer ça pour les gens? Tout à fait. Le 2 millions, je vous dirais, mettons globalement, là, au cours de 8 ans, on a consacré 200 000 $ en bourse auprès des étudiants. Pour les étudiants. Tant pour les bourses d'excellence que pour la persévérance scolaire, que pour les efforts qui y sont mis. On a un autre volet où, au fil des 8 dernières années, on a reversé tout près de 250 000 qui est dédié à la création d'emplois d'été, du premier emploi d'été auprès des jeunes, qui sont directement impliqués ou engagés dans nos entreprises du milieu pour faire occuper un emploi d'été qui va durer 6 à 8 semaines. Beaucoup d'associations aussi avec tout ce qui est discipline sportive, club de soccer, club de football, club de baseball, hockey mineur, beaucoup d'accompagnement, de subventions, oui, financiers, mais aussi beaucoup d'intégration de Desjardins auprès des collectivités. En d'autres activités plus sportives ou plus structurelles, on a pu procéder à la réfection de cours d'école, réfection de terrain de tennis à Lanoraie, un appui financier solide à la culture aussi par le biais du café culturel de la Chasse-Galerie à la Valtrie. Beaucoup d'accompagnement aussi auprès des organismes, je dirais, plus philanthropiques ou de bienfaisance, tel Centre d'action bénévole La Berthier, où on est le partenaire principal depuis 8 ans. Et dans les 2 ou 3 dernières années, ce qu'on tente de faire, c'est que oui, la Caisse investit auprès des organismes, mais on amène nos membres aussi à réfléchir sur le soutien financier à donner. Donc, depuis 3 ans, ce qu'on faisait avec notamment le Centre d'action bénévole, c'est qu'on a dit à nos membres, si les dons que vous verserez à l'organisme en soutien pour la distribution des services, oui, bien, on va doubler vos dons. C'est une approche qu'on a faite. C'est un moyen de sensibiliser la population aux besoins qui sont locaux, mais qui servent à un grand nombre de personnes. C'est un effet de levier aussi. Effet de levier. On a répété la même activité pour une première fois cette année dans l'activité guignolée. On s'est assuré d'avoir des représentants de la guignolée dans chacune des municipalités. Et encore une fois, on a organisé une cueillette de denrées alimentaires, cueillette de dons en argent, lequel on a doublé. Et ça a pour effet de sensibiliser les membres à toute l'action collective qui est organisée ou qui est proposée par la Caisse. Et ça vient nous justifier toutes nos actions. Beaucoup de rapprochements aussi avec le milieu agricole, le milieu des affaires, communauté des affaires, telle participation, comment dire, d'activités de levée de fonds, de tournois de golf. On est présent partout dans le milieu et on adapte à chacune des municipalités en fonction de l'envergure de chacune. On tente de répondre le plus possible à leurs besoins. On disait tantôt, c'est 11 municipalités. C'est 11 villes ou municipalités qui ont des besoins différents, qui n'ont pas toutes la même envergure en termes de population, qui ne rencontrent pas les mêmes défis au quotidien. Fait que c'est là que la Caisse s'est vraiment démarquée, je le pense, par rapport à d'autres institutions financières avec lesquelles on travaille en continu. Mais notre présence est vraiment plus dynamique et plus présente là, sur l'ensemble du territoire. On peut prendre une petite pause? Avec plaisir. Pour vous donner le courage de passer à travers notre hiver 2020, juste après la Saint-Valentin, que diriez-vous de participer à notre bingo spécial qui aura lieu samedi le 15 février et de gagner une cagnotte de 1 200 $? Les cartes en quantité limitée seront en vente au prix de 5 $ pour 3 cartes. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance afin de célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Bonne chance à tous! Alors, M. Blais, peut-être, là, maintenant, quel sera votre legs, là, après toutes ces années à la Caisse, selon vous? Ah, c'est difficile à déterminer parce que, dans le fond, c'est pas parce qu'on accomplit les 8 dernières années, je dirais qu'une certaine forme de succès. Le legs est difficile à déterminer comme tel parce que les enjeux restent aussi grands. Oui. Ils ont varié depuis 8 ans. Mais de plus en plus, on a une grande sensibilité à la pénurie de main-d'œuvre qui est imminente dans notre territoire et qui commence à faire laisser ses marques. Avez-vous beaucoup d'employés aussi qui sont près de la retraite? Moins cette année, on a eu une vague de retraite des employés qui, un peu comme moi, ont passé 30, 35, 40 ans de leur vie consacrée au bénéfice des membres.
Cette année, au fil du temps, on a renouvelé quand même pas mal nos employés. Donc, ceux qui sont en place actuellement ont des retraites plus loin dans le temps. Toutefois, comme je mentionnais tantôt, leur appartenance ou leur intention de rester dans Desjardins pour 35-40 ans est moins évidente. D'autant qu'avec le mouvement Desjardins, qui est composé de 45 000 employés, bien, il y a des opportunités d'affaires ou de carrière qui sont offertes à nos gens. Ça peut être en caisse, ça peut être en services financiers aux entreprises, ça peut être en gestion de patrimoine, en assurance collective. C'est varié. Fait que la perspective de carrière pour la jeunesse est beaucoup plus variée qu'elle l'était au moment où moi j'y étais. On était plus en silo. Maintenant, l'enjeu ne repose pas dans notre pénurie de main-d'œuvre, mais la pénurie de main-d'œuvre pour l'ensemble du territoire. Si on se promène un peu partout, on voit nous embauchons. On est à la recherche d'employés qui ont des connaissances spécialisées. La démographie de la population actuelle nous démontre que c'est pas avec notre seule population qu'on pourrait y arriver. Fait qu'on tente de travailler sur l'accueil des travailleurs étrangers qui vont nécessairement rejoindre le territoire de Dautrey éventuellement. Déjà, si on regarde du côté de l'Est de Montréal, du côté de Repentigny, les communautés autres que québécois sont déjà présentes dans notre milieu plus spécifique. Il y en a un peu moins, mais on est d'un côté à l'Est de Montréal où c'est déjà présent. On est au Port de la Mauricie où il y a beaucoup d'étudiants étrangers, quelques 15 % qui sont à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fait que le défi, c'est de profiter de ces connaissances-là, leur scolarité, puis des intégrer, des inviter à prendre possession de Dautrey. Donc, on y travaille maintenant. C'est un dossier de longue haleine. Il se fait avec la communauté d'affaires. C'est un dossier qui doit être déployé aussi avec tout l'aspect des municipalités. Disons, non pas seulement de venir occuper un emploi, mais d'y habiter, d'occuper le territoire. À court terme, si on ne se projette pas dans quelques années cette vision-là, ce qui risque d'arriver, c'est que des entreprises qui n'arrivent plus à recruter dans le marché média vont se relocaliser, vont devoir quitter, vont devoir fermer. Et ça pourrait amplifier toute la dévitalisation de nos municipalités qui sont un petit peu plus petites. On a la chance d'avoir des secteurs où il y a beaucoup d'entreprises qui y travaillent. On réussit maintenant à combler nos emplois, mais il faut rester vraiment actif. Et si demain matin, il y avait un accroissement de la population qui soit assez rapide, bien, tout ce qui en découle, c'est un besoin de logement. Fait qu'on aurait besoin de logements additionnels, on aurait besoin de propriétés additionnelles. Spécifiquement pour le secteur de Berthier, il y a près de 40 % des gens qui viennent travailler à Berthier, mais qui habitent à l'extérieur de Berthier. Donc, c'est exprimer clairement qu'il y a un besoin d'habitation nouvelle. Et dans tout ça, le vieillissement de la population, les retraites font en sorte que les gens quittent beaucoup plus tard leur résidence. Souvent, ils vont se déplacer dans la résidence pour personnes aînées. Ça laisse de la place aux nouvelles familles, mais justement, les nouvelles familles, il faut garder en esprit qu'il ne faut pas accueillir un seul travailleur, mais il faut accueillir la famille au complet. Donc, être à l'affût d'un emploi pour le conjoint, être à l'affût que les écoles qui accueillent actuellement nos jeunes sont en mesure d'accueillir des nouveaux enfants aussi. Fait que c'est un peu, c'est une réflexion qu'on a entamée avec la MSC, la communauté, avec les gens d'affaires. On est tous à la même place. Le défi reste de coordonner tout ça, puis de se partager une vision, un peu comme on l'a fait à l'image du recrutement des caisses. Mais il faut aller un petit peu plus large que soi-même. Ça fait partie des défis que vous laissez là, à votre successeur. Ben oui, il y a un défi pour l'ensemble du territoire. Maintenant, en termes de défi pour la caisse, je dirais, puis là, c'est pas un défi, c'est plus un souhait que moi j'exprimerais, c'est de conserver à la caisse de Dautrey sa notoriété. Parce que la caisse de Dautrey, la notoriété de la caisse est beaucoup plus large que juste de Dautrey. La caisse est reconnue dans l'ensemble de la région de la Naudière pour ses performances, ses positionnements d'affaires, son implication. La caisse est reconnue aussi dans l'ensemble du Québec comme étant une caisse performante, une caisse qui agit en tout respect de ses membres et qui va innover aussi, qui va poursuivre.
Donc, mon successeur, puisqu'il a été nommé, M. Éric Fortier, qui est actuellement directeur des services Signature des Jardins en Mauricie, sera en poste à compter du 3 février. Et il y a le défi d'agir dans la continuité. Ça ne sera pas un défi d'entreprise en termes de croissance, développement, parce qu'on a acquis, après 8 ans, on laisse une caisse en très bonne structure financière où les bases sont solides, la capitalisation, la confiance et le potentiel de marché il y a encore beaucoup, beaucoup de place. Donc, le défi, c'est s'inscrit dans la continuité et d'arriver avec sa propre vision, son style de gestion qui sera nécessairement différent, de se rapprocher des membres qui sont déjà à la caisse et d'en intéresser d'autres à joindre le mouvement. Est-ce qu'il va y avoir une période un peu où vous allez l'accompagner dans ses premiers jours à la caisse? Oui, il y a une période d'accompagnement qui est prévue, qui est planifiée, tant pour la transition des dossiers qui sont déjà actifs, que pour un peu partager une vision qui n'est pas toujours facile à écrire. Et oui, c'est prévu dans les mécanismes. Je serai en accompagnement à la disponibilité de M. Fortier et des membres actuels pour assurer une saine transition. Donc, ça se traduit par quelques jours de disponibilité pour transférer des dossiers, partager des visions, et ça va se faire graduellement au cours des prochaines semaines. Où je reste disponible. Je suis retraité, mais je ne suis pas disparu. Donc, vous allez continuer d'habiter dans la région? Oui, tout à fait. Puis pour moi, c'est un engagement que j'ai pris envers le conseil d'administration, envers mes employés, mes gestionnaires aussi, d'assurer cette saine continuité-là pour que tous les efforts de déploiement qui ont été faits soient maintenus et que tout se passe dans la meilleure harmonie possible. Et là, vous êtes quand même relativement jeune pour prendre votre retraite. J'imagine que vous avez plusieurs projets pour cette retraite-là. Est-ce que vous voulez nous en glisser un mot? Les projets de retraite, je vous dirais, à court terme, je n'ai pas vraiment de projet. Le seul projet, ça va être de passer une transition où l'implication au travail était très prenante dans ma vie. C'est de passer d'un agenda chargé à un agenda qui sera, pour les prochaines semaines, vide, je vais dire comme ça. Et je veux quand même rester impliqué, actif auprès des communautés, auprès des membres. Fait que si je peux rendre service à des entreprises, je peux rendre service à des personnes, je le ferai en toute continuité, mais avec un agenda moins chargé. Quel type de service vous avez en tête? Plus un service de consultation, de partager une vision, je dirais un service de mentorat, mais sans pour autant m'attribuer un rôle de mentor. Je veux finalement que tout ce que j'ai acquis ou développé au fil des années puisse continuer à servir à toute personne, toute entreprise à qui on peut être utile. Mais dans un contexte vraiment d'appui ou de conseil, en toute humilité de ce côté-là. Donc, ça ne serait pas de la consultation formelle, si je comprends bien? Non, je veux pas m'attribuer un rôle de consultant. C'est plus, au fil des années, j'ai développé beaucoup de contacts. Contacts réseautage. Je mets beaucoup de proximité avec les gens d'affaires. J'ai découvert de nouveaux amis. Je me suis fait de nouvelles connaissances. Et un des défis de la retraite, c'est de conserver puis de continuer cette relation-là au niveau personnel et humain. Parce que c'est un des défis que je me donne ou que je vais ressentir, c'est sûrement la séparation. Parce que la décision de la retraite n'est pas simple, même si j'ai acquis quand même presque 44 ans d'expérience. Je suis encore engagé, je suis encore performant, je pense. Et la plus grande décision que j'avais à prendre, c'est de savoir est-ce que je vais maintenant ou si j'attends. Et à travers tout ça, j'ai ma famille, j'ai 2 enfants, j'ai 4 petits-enfants. Donc, dans les objectifs, ça va être d'être à proximité encore plus de ceux-ci pour rester quand même une personne de référence. Puis j'ai aussi encore la chance d'avoir mon père auquel je pourrais consacrer plus d'heures en sa compagnie, puisque je vais être moins occupé. Il faut dire ça comme ça.
Donc, un peu de mentorat, plus de présence à la famille. Plus de présence familiale, évidemment, plus de loisirs, de voyages, faire des choses que j'avais pas le temps de faire régulièrement. Aller faire du ski plus souvent, des choses nouveaux comme sports peut-être, nouvelle vie finalement. Fait que c'est ce que je me projette là, pour les prochaines années. Et merci d'être venu en studio pour nous en parler. Puis on vous souhaite une excellente retraite. Merci beaucoup de m'avoir offert cette opportunité. Puis en terminant, je voudrais dire que tout ce que j'ai réalisé comme individu, je ne l'aurais jamais fait tout seul. J'ai toujours été entouré des employés de la Caisse, des administrateurs de la Caisse qui m'ont voué une grande confiance, des gestionnaires loyaux qui partageaient la même vision. Fait que tout ça se fait facilement, mais en tout respect de chacun à sa vitesse. Et je tiens à les remercier publiquement pour toutes ces années qu'ils ont consacrées à ma carrière finalement, mais pour le bénéfice des membres. Fait que je pars avec un sentiment de mission accomplie, mais toutefois avec un déchirement que je ressens profondément. Merci encore et bonne retraite. Merci François.